Bienvenue, donc on va parler de désalinisation de l'eau de mer. En fait, pour désaliniser l'eau de mer, il existe deux procédés. Le procédé le plus ancien, c'est par ce qu'on appelle des bouilleurs. Donc en fait, on fait bouillir de l'eau de mer, il y a de la vapeur, on condense la vapeur et on récupère de l'eau. Donc ça, c'est des systèmes qui sont relativement anciens, c'est des systèmes qui sont relativement imposants, qui ne sont pas forcément faciles à utiliser et qui consomment beaucoup d'énergie. En tout cas, c'est des systèmes qui sont impossibles en plaisance. Donc ça nous amène vers un deuxième système qui existe depuis une quarantaine d'années, qui s'appelle l'osmose inverse. Et donc c'est l'osmose inverse que nous, on utilise dans toutes nos machines. Donc ça permet d'avoir des machines plus petites, des machines plus faciles à utiliser, et des machines surtout qui consomment moins. D'accord ? Donc là, je vais vous montrer comment fonctionne l'osmose inverse. Comment on fait pour récupérer des molécules d'eau dans de l'eau de mer, en fait. Donc pour illustrer ça, si on prend un bac d'eau comme celui-ci, qu'on le sépare en deux par une membrane semi-perméable. Alors, semi-perméable, ça veut dire que c'est une membrane avec des trous tout petits, hein, comme les pores de la peau, qui ont la taille d'une molécule d'eau. Donc ça veut dire que les molécules d'eau peuvent passer au travers de la membrane, et toutes les autres molécules qui sont plus grosses, notamment les molécules de sel, les virus, les bactéries, ne passent pas au travers de la membrane. Donc ça, c'est super intéressant pour récupérer uniquement de l'eau sans les sels minéraux. Si ce bac, on le remplit d'un côté avec de l'eau douce et de l'autre côté avec de l'eau salée, d'accord ? Notre membrane semi-perméable au milieu, les molécules d'eau vont passer du côté le moins salé vers le côté le plus salé. D'accord ? Et donc ce qui se passerait en fait, c'est que le côté salé se remplirait et le côté non salé se viderait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'osmose, qui est un phénomène naturel. Voilà. Bon, mais ça, c'est pas très intéressant. C'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, on voudrait faire l'inverse. Alors pour faire l'inverse, on s'est rendu compte que si on met une contre-pression du côté salé, au fur et à mesure où cette pression va augmenter, le phénomène ici va diminuer. C'est-à-dire, plus il y a de pression ici, moins il y a de molécules d'eau qui vont passer sur le côté le moins salé. D'accord ? Et on va avoir ce qu'on appelle la pression osmotique. Donc, tant que notre pression va être inférieure à la pression osmotique, le phénomène va continuer. C'est le phénomène d'osmose qui va continuer comme ça. D'accord ? Et donc, plus on va augmenter, plus le phénomène va réduire. Jusqu'à arriver à la pression osmotique, et à cette pression osmotique, on va avoir un équilibre, comme ça. À ce niveau-là, il n'y a aucune molécule qui passe ni d'un côté ni de l'autre. C'est équilibré. Alors maintenant, on peut se demander qu'est-ce que c'est cette pression osmotique. Donc la pression osmotique, en fait, ça va être fonction de la salinité de l'eau qu'on a. Plus l'eau va être salée, plus la pression osmotique va être élevée. Donc la pression osmotique, ça va être égal à 0,8 fois la salinité de l'eau en grammes de sel par litre. D'accord ? Donc plus on a de sel, plus la pression est élevée. Alors maintenant, quelques valeurs. Quel est le niveau de salinité de l'eau de mer de l'Atlantique ? On va être à 35 grammes de sels minéraux par litre. Méditerranée, on va être à 39. La mer Rouge, 42. 270. Pour vous donner un ordre d'idée, le niveau de saturation du sel dans l'eau, c'est 330 grammes. C'est-à-dire que si on prend un bac d'eau de 1 litre, on met du sel dedans, on met 330 grammes de sel dedans, ça ne va pas fondre. Ça fait comme le bac du lave-vaisselle. Alors maintenant qu'on sait tout ça, notre pression osmotique sur l'Atlantique, 28 bars. Donc Méditerranée, 30 bars. Mer Rouge, 34. Et mer Morte, 200 bars. Bon, ça c'est impossible. Les membranes ne tiennent pas 200 bars. Donc ça veut dire que la mer Morte, on ne peut rien faire. Donc il faut amener ses bouteilles, sinon on ne pourra pas désaliniser. On va revenir sur notre schéma précédent ici. Donc, si on dit qu'on est sur une eau, on va dire de type atlantique, on va être à 28 bars. Donc une fois qu'on sera arrivé à 28 bars, on aura équilibre ici. Et ensuite, lorsqu'on va être supérieur à 28 bars, on va avoir des molécules d'eau qui vont passer du côté le plus salé vers le côté le moins salé. Et donc on va avoir l'osmose inverse. D'accord ? Donc en gros, c'est ça l'osmose inverse. Voilà comment on fait pour récupérer des molécules d'eau dans l'eau de mer et créer une eau douce. Mais ça, c'est pas terrible. Parce que ça, une fois qu'on va arriver jusqu'en bas, on va saturer, on va remplir là, donc ça va pas marcher longtemps. Donc on utilise, je vais vous montrer maintenant comment fonctionne un désalinisateur avec une vraie membrane. Alors, on a vu qu'il fallait de la pression, d'accord ? Donc on va prendre ici un conteneur tubulaire. À l'intérieur, on va retrouver notre membrane avec les trous pour les molécules d'eau.
Pour faire fonctionner ça, on va amener de l'eau de mer, ici. De l'autre côté, on va rejeter ce qu'on appelle de la saumure. Et du côté opposé à la membrane, on va avoir notre production d'eau douce. Donc il y a une entrée et deux sorties. Alors pourquoi il y a deux sorties? Pourquoi ici il y a un rejet? Parce qu'en fait, le sel et la concentration qui reste de l'autre côté de la membrane, on veut l'emporter. Hein, parce que sinon la membrane finirait par se boucher. Donc on fait passer beaucoup plus d'eau que ce qu'on produit. Alors pour faire fonctionner ça, comme on a vu qu'il nous fait de la pression, eh bien, devant le désalinisateur ici, on va rajouter une pompe à haute pression pour faire monter la pression. On va venir ici récupérer l'eau de mer. Et pour élever notre pression ici, on va mettre une petite vanne qui va servir à fermer le passage. Et au fur et à mesure qu'on ferme le passage, eh bien, la pression derrière va monter. Voilà. Et ensuite, on va rejeter donc, la saumure à la mer. Pour contrôler tout ça, on va avoir un petit manomètre. Et voilà donc le schéma d'un désalinisateur simple. D'accord? Donc, ici, on va démarrer avec une eau de mer à 35 grammes de sels minéraux par litre, hein, avec un débit de 800 litres heure. Voilà. Et donc, on va démarrer ici avec notre vanne ouverte. Donc, la vanne ouverte, pas de pression. On va remplir le tube et on va rejeter ce qu'on a aspiré. Pour faire monter la pression, on va fermer notre vanne ici et on va monter à 10 bars. J'ai aussi 20 bars, même réponse. On est en dessous de la pression osmotique, donc il ne se passe rien. Maintenant, 30 bars. Qu'est-ce qui se passe? On va produire un petit peu d'eau. Vous voyez? Quelques molécules d'eau. Pour illustrer, on va dire qu'on produit, allez, 10 litres heure. Et donc, on va rejeter ici la différence, c'est-à-dire 800 moins 10, 790, avec une salinité un peu plus élevée. D'accord? Donc là, on commence à produire un peu d'eau. Bon, maintenant, pour que notre membrane ici produise sa production nominale, il faut être à 2 fois la pression osmotique. Toujours. C'est comme ça que fonctionnent les membranes. Donc, on va monter à 56 bars. Pour illustrer, il dit, ici, on va dire que c'est une membrane 60 litres heure. Donc, on va produire 60 litres heure et on va rejeter la différence. C'est-à-dire 740 litres heure avec une salinité forcément qui est un peu plus élevée. Alors là, vous allez me dire, 60 litres heure, c'est bien, mais j'aimerais un peu plus. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? À la sortie de la première membrane ici, on va rajouter une deuxième. Donc, on va faire 60 plus 60, 120 litres. On va en mettre une troisième, on va faire 180, une quatrième, 240. Alors, on ne peut pas en mettre 50 parce que à chaque fois qu'on sort d'une membrane, la salinité, elle augmente petit à petit. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y aura saturation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un désalinisateur conventionnel. Ensuite, on a développé une nouvelle série qui marche pas mal en ce moment, qui s'appelle un désalinisateur basse consommation. Parce que si on regarde ici, pour faire 60 litres heure, on a pris 800 litres heure qu'on a monté à 56 bars, on a récupéré un petit peu d'eau, et puis on a balancé tout le reste. C'est un peu dommage. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser l'énergie de cette eau qu'on rejette ici pour aider à faire fonctionner la pompe? Comment choisir un désalinisateur? Vous voyez, pourquoi prendre un 30 litres heure? Pourquoi prendre un 200 litres heure? Comment on fait pour choisir une machine qui soit adaptée à son utilisation? Pour ça, il y a différents critères qu'on peut prendre en compte. Donc, premier critère, on peut choisir, ça c'est le plus facile, on sait ce qu'on veut. On sait qu'on veut tant de litres heure. Mais, ça c'est facile, mais il faut quand même vérifier qu'il y a une question de faisabilité. D'accord? Donc, ce qu'on va regarder, pour la cohérence, c'est le nombre de personnes à bord. Forcément, plus il y a de personnes à bord, plus on va consommer d'eau. Donc, juste pour avoir quelques repères, sur un bateau de 2 personnes, une machine qui fait 30 litres heure sera suffisante. Sur un bateau de 4 personnes, il faudra une capacité plus importante, on va dire à peu près 60 litres heure. Bateau où il y a 4 à 6 personnes, 60 à 100 litres heure. Et plus de 6 personnes, il faudra avoir un minimum de 100 litres heure. Sinon, vous n'aurez pas le confort voulu. Ensuite, troisième critère, l'énergie disponible. Si on n'a pas de groupe électrogène, on ne pourra pas faire fonctionner une machine de 120. Bon. Donc, si on est sur un bateau qui n'a pas de groupe électrogène, qu'on est sur batterie en 12 ou 24 volts, on pourra utiliser soit la série conventionnelle, donc les séries X qui fonctionnent en 12 ou 24 volts, soit
la série Eco, donc qui est encore mieux parce qu'elle est optimisée en consommation. Si on a un groupe électrogène, il y a un facteur puissance aussi, qui fait que si on a un groupe de 4 kVA par exemple, on pourra faire démarrer une série X, qui est le petit appareil, mais pas le Y, d'accord? Il n'y aura pas assez de puissance pour le faire démarrer. Et donc il faut un minimum de 5 kVA pour démarrer le série Y, et a fortiori tous les autres modèles. Quelque chose à prendre en compte aussi, sur un bateau où il y a un groupe électrogène, c'est le nombre d'heures où le groupe va fonctionner. Si on est sur un bateau où le groupe ne fonctionne qu'une heure et qu'on veut 300 litres, il ne faut pas prendre une machine qui fait 100 litres. Bon, je sais, ça a l'air idiot, mais ce sont des choses à prendre en compte. Donc finalement, et ensuite, donc, la taille et la disposition du bateau. Forcément, plus le bateau va être petit, plus on va privilégier une machine compacte, facile à caser. Donc ça, ce sont les 4 critères à prendre en compte lorsqu'on va choisir une machine. Hein, il faut vérifier la cohérence entre ces critères-là. L'installation d'un désalinisateur. Sans rentrer dans les détails, la première cause de panne sur un désalinisateur, c'est une installation qui n'a pas été faite dans les règles de l'art. Nous, on a un réseau d'installateurs agréés. Ils vont mieux passer par des gens comme ça. Hein, ça évite pas mal de déconvenus par la suite. Hein. Dernière chose qui est importante de démystifier, c'est comment entretenir un désalinisateur. Il y a des gens qui vous disent un désalinisateur, j'en veux pas parce qu'il faut que ça tourne tout le temps, sinon vous êtes embêté, ça tombe en panne, etc., etc. Bon, tout ça, c'est absolument pas vrai. Il y a 2 choses très simples à faire sur un désalinisateur pour qu'il fonctionne et qu'il dure pendant des années. C'est, d'une part, entretenir la préfiltration. La préfiltration, c'est ce qui va arrêter toutes les saletés qu'on va aspirer dans l'eau. La membrane a des trous tellement petits qu'en fait, il faut que dans la membrane, il y ait une eau propre qui rentre. Donc pour ça, on a 2 filtres avant. On a une crépine qui est à l'entrée du système qui va arrêter tous les gros éléments en suspension. Et ensuite, on a un filtre 5 microns. Donc, filtre 5 microns, c'est des filtres cartouches, hein, comme on a dans les maisons, en fait, où on va arrêter toutes les saletés. Donc, de temps en temps, il faut ouvrir la crépine, ça se nettoie, ça se remet. Le filtre, il est dans un bol transparent, on va le voir noircir petit à petit. Lorsqu'il est bien sale, on va le remplacer. Pour vous donner un ordre d'idée, un pré-filtre, ça peut durer 2 mois, voire 2 mois et demi, si on est sur des eaux très claires. Ça peut durer une journée, si on est sur des eaux vraiment très sales. Donc il faut éviter de faire fonctionner la machine dans des endroits où l'eau est sale. D'une part parce que vous allez boucher votre filtre, et ensuite il y a une chose qui est très très importante, c'est de ne pas aspirer d'hydrocarbures. Tout ce qui est huile, gasoil, si par malheur vous en aspirez, ça vous bouche la membrane, elle est fichue, il faut la remplacer, d'accord? Ensuite, deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le fouling. Le fouling, c'est le phénomène qu'on a sur les coques de bateau lorsqu'il n'y a plus d'anti-fouling. C'est-à-dire, on a un développement qui se fixe sur la coque du bateau, ça fait des algues, ça fait de la mousse. Hein. Donc, nos membranes de désalinisation, elles sont en matériaux composites. Donc, si on laisse stagner de l'eau de mer trop longtemps sur les matériaux composites, ça fait comme la coque du bateau, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont se développer dans la membrane, qui vont la boucher, et une fois qu'elles sont bouchées, 9 fois sur 10, elles sont foutues. Donc il faut faire attention à ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on sache combien de temps on va arrêter la machine. C'est-à-dire il va falloir savoir avant si on va arrêter la machine 1 jour, 10 jours, 10 mois. Hein, parce qu'en fait, on va avoir 3 jalons. Sur un arrêt de moins de 3 jours, c'est-à-dire si la machine est utilisée tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, on peut laisser la machine avec de l'eau de mer à l'intérieur. C'est pas grave, ça, je veux dire, les éléments vivants n'auront pas le temps de se fixer sur la membrane. Par contre, si on arrête plus de 3 jours et dans une limite de 3 semaines, à ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle un rinçage eau douce. C'est-à-dire qu'on va aspirer de l'eau douce dans la machine pour enlever l'eau de mer et laisser stagner dans l'appareil une eau douce. Une eau douce, ça a moins d'éléments vivants, donc il y aura moins de développement, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va venir aspirer de l'eau sur le réservoir du bateau, on va aspirer 10-15 litres, la machine est rincée, elle peut rester arrêtée jusqu'à 2-3 semaines maximum. Au bout de 3 semaines, malgré qu'on soit sur de l'eau douce, ce phénomène va recommencer et va petit à petit boucher la membrane. Donc ça veut dire que sur un arrêt de plus de 3 semaines, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle nous en stockage, qui est l'équivalent d'un hivernage. On va aspirer dans l'appareil une eau stérile. Une eau stérile, c'est un seau d'eau de 10 litres mélangé avec un biocide
qui sont fournis dans les kits entretien, que vous aspirez dans la machine. Et une fois que c'est aspiré dans la machine, que ça a circulé dans les circuits d'eau, dans la membrane, l'appareil peut rester arrêté jusqu'à 1 an. Après 1 an, on ne peut pas garantir que le produit sera toujours efficace. Donc, si l'appareil devait rester arrêté plusieurs années, à ce moment-là, il faudrait au bout d'1 an le redémarrer et le restocker. Voilà. Donc, il faut vraiment savoir combien de temps on va arrêter sa machine. Ça, c'est la seule contrainte qu'on a sur les désalinisateur. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il vaut mieux que le désalinisateur fonctionne moins longtemps, mais plus souvent. Vous voyez ? Par exemple, le faire fonctionner 1 heure par jour tous les jours, ça vous évite de faire les rinçages, plutôt que de dire, allez, aujourd'hui, je le fais fonctionner 10 heures et je l'arrête 15 jours parce que j'ai assez. On peut faire ça, mais si on fait ça, il faut rincer. Voilà au niveau de l'entretien.